Bienvenue à toutes et à tous dans le 12h45 dont voici les titres. Comment intégrer les travailleurs et les entreprises informelles dans les économies formelles afin de réduire les inégalités dans le monde? C'est le sens que revêt la Journée mondiale de la justice sociale célébrée ce 20 février. Et on remarque de plus en plus que de nombreux jeunes parents utilisent des crèmes pour éclaircir la peau de leurs enfants, une pratique très souvent motivée par un souci esthétique, mais qui n'est pas sans conséquence sur la santé du nouveau-né. Et puis les oiseaux migrateurs sont de plus en plus menacés par les activités humaines et le changement climatique. On se demande dans cette édition que faire pour leur sauvegarde. Un acteur de la protection de l'environnement va nous édifier. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Plus de 60% de la population active mondiale, soit environ 2 milliards de femmes, d'hommes et de jeunes, gagnent aujourd'hui leur vie dans l'économie informelle, ne bénéficiant d'aucune forme de protection sociale ou d'avantages liés à l'emploi. Toute chose exacerbée par la pandémie de Covid-19. C'est pourquoi la communauté internationale, en ce 20 février, appelle à se mobiliser pour faire avancer la justice sociale. Patrick Adiabodjou nous en dit un peu plus à travers cet élément. Depuis l'avènement de la pandémie de la Covid-19, la justice sociale n'a pas été du tout la chose la mieux partagée dans plusieurs contrées du monde entier. Et pourtant, elle est la reconnaissance et le respect des droits fondamentaux de toutes les personnes de la société, donc sans discrimination. Parmi ces droits fondamentaux, il y a le droit à un logement, le droit à la liberté d'expression, le droit à l'éducation et aux soins de santé, la liberté de religion et la liste n'est pas exhaustive. La justice sociale sous-entend aussi l'égalité entre les sexes. Mieux, avoir un emploi est l'un des facteurs les plus déterminants en termes de justice sociale. Il permet de gagner un salaire pour, entre autres, se loger, se vêtir, se nourrir, se déplacer et se divertir. En instaurant cette journée, l'Organisation des Nations Unies rappelle que les gouvernements ont pris l'engagement de faire de l'élimination de la pauvreté et du chômage l'une de leurs priorités. Pour renforcer la justice sociale, il faut entre autres développer la justice, l'équité, la démocratie, la participation citoyenne, la transparence, la responsabilité et l'intégration dans tous les domaines et à travers le monde. La justice sociale passe, entre autres, par un marché du travail viable et juste. Un travail juste et bien rémunéré est garant d'une qualité de vie et du développement économique et social d'un pays. C'est pourquoi, depuis 2009, l'Assemblée générale des Nations unies a désigné le 20 février comme étant la journée où l'on célèbre la justice sociale. Parlons à présent de ces jeunes mamans qui rêvent d'avoir un bébé présentable et souvent même de teint clair. Ces femmes, mères de famille, pour arriver à leur fin, appliquent des produits éclaircissants sur la peau de leur bébé pour éviter qu'ils ne noircissent. Un phénomène qui n'est certainement pas sans conséquences sur la santé. Du moins, suivons cet élément pour en savoir davantage. J'ai utilisé ça plusieurs fois parce que ça fait du bien aux enfants pour la peau, ça garde les teints, ça enlève les taches. C'est la nouvelle tendance, avoir des bébés de peau claire et lisse. Pour y arriver, tous les moyens sont bons. Certaines femmes nourrices font des compositions de pommades de tout genre. Je vends des pommades aux femmes. Elles font le mélange qu'elles passent à leurs enfants. Beaucoup d'entre viennent ici pour qu'on puisse leur proposer des pommades pour leur bébé. Ça fait beaucoup de choses contre les imperfections. Ça hydrate la peau du bébé, ça garde le teint du bébé, ça n'éclaircit pas trop. Erreur. Le mélange de ces différents produits contiendrait des substances qui peuvent s'avérer nocives pour la santé du bébé. Le bébé qui naît tout rosé va commencer à apparaître au bout de la première semaine de vie, va commencer à prendre des traces de pigments, il va commencer à noircir, si je veux utiliser ce terme-là. Et donc les mamans vont se dire, pourquoi mon bébé ne reste pas rosé? Les mamans vont commencer à chercher des procédés pour enrayer ce processus de pigmentation qui est un phénomène naturel, qui est un phénomène physiologique. Et donc c'est la recherche de ces concoctions, ces décoctions
que, en général, on se retrouve dans les marchés à voir des femmes acheter des substances qui peuvent contenir des antibiotiques, qui peuvent contenir donc, de l'hydroquinone, qui peuvent contenir des corticoïdes, qui peuvent contenir des acides de fruits et qui peuvent contenir des substances même qui sont cancérigènes à la base et qui ne sont pas tolérées normalement dans des pays où la réglementation cosmétique est vigilante. Des substances cancérigènes qui empêchent le processus de pigmentation du nouveau-né. Les conséquences sont souvent dramatiques. Ce sont des médicaments qui sont introduits au niveau donc, de la surface corporelle du nouveau-né, qui vont pouvoir pénétrer et ensuite, étant donné que les organes de l'enfant sont encore immatures, vont aller donc alors créer en général des intoxications. Les plus importantes sont l'intoxication au mercure. Et puis, vous avez également des intoxications qui peuvent entraîner des insuffisances surrénaliennes ou des insuffisances rénales chez le nouveau-né. Et alors là, dès que l'enfant va passer le cap de 9 mois, où il n'aura plus les anticorps maternels, vous allez voir donc la prédominance d'infections de toutes sortes. Des infections virales, des herpès, des infections bactériennes, d'accord, des infections au staphylocoque, des infections parasitaires, les infections mycosiques, les champignons. Avoir un bébé physiquement présentable est sans doute le rêve de toute femme gestante. Cependant, appliquer des pommades sur la base des combinaisons sans orientation d'un spécialiste constitue un éventuel danger que doivent éviter les mamans. On parle à présent de cet animal. Son corps est recouvert. On reste dans le monde animal pour parler à présent des oiseaux migrateurs réputés pour voyager en fonction des saisons d'une zone de reproduction vers une zone d'hivernage et aussi pour changer d'habitat et pouvoir s'alimenter. Mais lors de leur long voyage, ils sont souvent confrontés à d'énormes menaces. Les détails ici avec Daouda Aliou, spécialiste des questions liées aux zones humides. Le milan noir, et les hérons, poupées, cendrées, il y a plusieurs sortes d'oiseaux qui migrent. Maintenant, il faut voir en fonction des écosystèmes. Est-ce que ce sont des oiseaux d'eau? Est-ce que ce sont des oiseaux qui affectent les zones forestières et autres? Donc il y a ça, mais ce que nous suivons surtout, ce sont les oiseaux d'eau migrateurs, notamment dans le Kora, Afrique, Eurasie. Les menaces sont assez nombreuses. Il y a les actions dues à l'homme, puis être sur les zones où les oiseaux ont l'habitude de venir chercher à manger. Si vous prenez par exemple le cas du sud du lac Nokwe aujourd'hui, c'est une zone qui en temps n'était pas occupée par les hommes. Mais aujourd'hui, on a un développement démographique important qui fait que là, l'espace que les oiseaux affectionnent pour trouver à manger, cet espace-là est occupé par les hommes. Maintenant, si vous prenez le cas de la lagune côtière, aujourd'hui on est en train de couper les mangroves. Ça veut dire qu'on est en train de détruire les espaces où les oiseaux, quand ils finissent de manger dans les eaux, vont se reposer ou bien vont faire leur nid et autres. Et il y a donc cette pression démographique qui influence ces écosystèmes-là qui ne sont pas favorables aux oiseaux. D'où la nécessité de trouver des approches de solutions pour que ces écosystèmes-là soient maintenus pour faciliter la conservation de ces oiseaux d'eau-là et leur permettre d'accomplir leur cycle de manière optimale. Nous avons une diminution de près de 50%. Je peux vous donner par exemple le camp de lac Nokwe seul, où on avait fait le dénombrement il y a 20 ans en arrière, on tournait autour de 20 000 individus. Mais aujourd'hui, le dernier dénombrement que nous avons eu à faire en 2019, nous sommes revenus à moins de 10 000 individus de différentes espèces. Maintenant, ce que nous devons faire, c'est de voir quels sont les types d'espèces qui ont baissé en effectif et pourquoi. Donc il y a toutes ces questions-là qui font qu'aujourd'hui les spécialistes des oiseaux sont en train de suivre ces différents phénomènes-là pour voir à quoi est dû. Est-ce que c'est seulement la pression de l'homme sur l'écosystème ou bien est-ce qu'il y a d'autres paramètres qui influencent l'effectif des populations? Hors de nos frontières à présent, dans le nord de la Centrafrique, plus de 80% des espèces animales ont disparu depuis les années 60. Elles ont été victimes du braconnage intensif favorisé par la porosité des frontières avec le Tchad et le Soudan. Aujourd'hui, quelques 150 hommes des éco-gardes tentent d'y mettre un terme. Précision à travers ce téléphone. À perte de vue, une zone naturelle grande comme 4 fois la Belgique, en péril dans le nord de la République centrafricaine. Une poignée d'hommes à la lourde tâche de tout surveiller. Voilà,
vérification de tous les matériels légaux. Alain Camille dirige une unité de 25 éco-gardes de l'organisation américaine Wildlife Conservation Society. Ce matin, il mène une patrouille sur la rivière Bamingui, longue de 200 km. Ces berges sont prisées par les braconniers dans ce parc aux confins du Tchad et du Soudan. On ne laisse aucune chance aux braconniers maintenant sur la rivière Bangoron. Si on trouve le campement braconnier sur la rivière, on les arrête et on brûle les campements. Il faut que les poissons reviennent, les hippopotames, les caïmans. Ici, plus de 80% des animaux ont disparu depuis les années 60. Un massacre de masse dont a été témoin Alain Camille depuis tout jeune. Lui, le fils de l'un des premiers conservateurs de cette réserve, mène désormais le combat d'une vie pour la protection des espèces. Dans les années 90, 92, quand j'étais encore enfant, il y avait des hippopotames, il y a des girafes, beaucoup. Il y a encore beaucoup de travail. Là, on n'est même pas arrivé au milieu. Un travail titanesque pour cette organisation à laquelle l'État centrafricain a confié la gestion des aires du Nord-Est depuis 2018. Il y a beaucoup de braconnages locaux et il y a aussi des braconnages étrangers qui font ça aux armes automatiques. Nous ne verrons ni braconniers ni animaux ce jour-là. Mais le chef de la zone tient à nous montrer des traces fraîches comme preuve de l'existence des mammifères. J'ai vu même des traces de bongos, des guibes harnassés, des potamochères, même des phacochères. Également, il y a des menaces de babouins. Chaque trace est répertoriée à l'aide d'un équipement GPS comme celui-ci. 120 km plus loin, la salle de contrôle de la base principale reçoit les informations en temps réel. Sur cet écran, 150 points représentant chaque homme en mission. Mario Verken les surveille 24 heures sur 24. On a des points de mise en place, l'itinéraire et le point de récupération de l'équipe. Girafes, hippopotames, élan de derby. Selon l'organisation américaine, ces opérations ont déjà permis le retour d'espèces dans le parc, comme on le voit sur ces images de caméras pièges fournies par les gardes. 300 km plus loin, dans cette partie de la réserve très peuplée il y a encore 40 ans, une base en ruine. L'ancien quartier général des Rangers, symbole d'une Centrafrique instable. Donatien était présent lorsqu'en 2012, la rébellion Séléka s'est emparée de la RCA, pillant et détruisant jusqu'au projet de conservation, dont cette base qui sera bientôt réhabilitée. Un paradis perdu que ces Rangers tentent de recréer. La Wildlife Conservation Society, en charge de la protection de ce site classé au patrimoine mondial en danger par l'UNESCO, a mandat de 25 ans pour y parvenir. Et ce sera tout pour ce 12h45 que vous pouvez retrouver en replay sur le site de l'ORTB, le www.ortb.bj. Portez-vous bien et à très bientôt.